Non, je dis rien, je sais. Il y a 8 mois, jour pour jour, je t'avais dit que je ferais cette chronique. 8 mois, je suis pas sûr, je te mettrai la date à quelque part. Avec, je suis très productif. Rentrons dans le vif du sujet. Bienvenue à toi qui suis les vidéos depuis le début, aux nouveaux qui pourraient tomber sur cette chronique parce que je sais que la première a plutôt bien fonctionné sur la vie d'Arnold. Si tu l'as pas vu, je t'invite à la voir, je te mettrai un lien quelque part pour peut-être un encart avec l'image de la vidéo. Eh bien, pour ceux qui débarquent, qu'est-ce que la chronique Workart? La chronique Workart, c'est une chronique qui traite du thème du sport, donc workout, tout ça, et de l'art. Super jeu de mots, forcément, tu l'as vu. Et donc, le sport qu'on va aborder aujourd'hui, dont on va te parler aujourd'hui, c'est la randonnée. Alors, sport en plein air, voilà. Parce que j'avais fait un vote sur mon Instagram, donc je te mets le lien juste là. Je fais beaucoup de Vox Populi, je demande l'avis des gens pour savoir ce qu'ils veulent en fait que je traite comme vidéo, soit sur Insta ou soit même sur YouTube. Et donc comme j'avais pas trop d'idées de thème pour la chronique numéro 2, j'ai mis un vote et on m'a proposé la rando tout simplement. Et je me suis dit, au début je me suis dit ça va être un petit peu rébarbatif, barbant, tu vois, un peu... Et en fait en étudiant le sujet et en faisant mes recherches sur internet, sur les blogs, sur Wikipédia, tout ça, là j'ai appris beaucoup de trucs. Et tu vas apprendre beaucoup de trucs, donc je t'invite à rester sur cette vidéo. Voilà. Concernant la vidéo, donc, on va faire d'abord un premier sommaire. Alors, je sais pas combien de temps ça va durer, peut-être 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes peut-être maximum. Un premier sommaire pour te parler grosso modo de la rando, parce que le but principal de cette vidéo, c'est de te parler d'un personnage célèbre qui est lié à la rando et au sport, qui s'appelle Christopher McCandless, que certains pourraient connaître sous le nom de Alexander Supertramp, et qui a été donc le personnage qui a inspiré le film Into the Wild, un très bon film, hein, si tu l'as pas vu, je te conseille de le voir vivement, qui traite de la personnalité, de la vie de Christopher McCandless, qui est un jeune soumis aux violences parentales, alors pas forcément physiques, plus morales, et est pris d'une volonté d'évasion, un peu un style de hippie moderne, un hippie gentil, hein, pas hippie... non, voilà. C'est plus un artiste dans l'âme, épris d'évasion, et donc que rien ne retenait en fait chez lui. Mis à part sa sœur qu'il aimait beaucoup, mais ça on en parlera plus tard. Et donc le thème de cette vidéo, comme je l'avais fait pour la première chronique, c'est-à-dire je t'ai raconté la vie d'Arnold Schwarzenegger, et bien là je vais te raconter la vie de Christopher McCandless. Mais d'abord, comme je t'ai dit, un petit sommaire sur la rando. J'ai appris beaucoup de choses et tu vas apprendre beaucoup de choses et franchement c'est intéressant. Pour être tout à fait honnête avec toi, en faisant mes recherches, je me suis même dit qu'il y avait moyen de faire limite une trilogie en fait concernant la rando parce que c'est vachement intéressant. Je vais te donner des petits tips, des astuces, des anecdotes qui remontent en fait à il y a plusieurs siècles. Moi-même j'étais choqué de certaines infos que j'ai trouvées. Voilà. On rentre tout de suite dans le sujet parce que sinon là on est prêt pour faire un petit café par l'autre pendant... Tu me connais, hein. Si moi je ne m'arrête pas, je m'arrête pas. Donc la définition de la randonnée, qu'est-ce que c'est? La randonnée pédestre est une promenade sportive, du coup, qui s'effectue à pied sur des sentiers naturels et dont la durée peut varier de quelques heures, quelques jours, voire quelques semaines. Alors, la randonnée n'est pas une activité de compétition, contrairement au trail ou à la course d'orientation. Trail et course d'orientation, on y viendra plus tard, parce que je vais te citer, plusieurs pratiques qui déclinent la rando, voilà, plusieurs types de rando. Et donc l'équipement et la préparation pour une randonnée sont variables en fonction de l'itinéraire et de la durée. On vient maintenant aux diverses pratiques de la randonnée, comme je te disais il y a 2 minutes. Une des premières pratiques de la randonnée est le trekking. Alors qu'est-ce que le trekking? Le trekking, c'est une grande randonnée qui nécessite de traverser des zones difficiles d'accès. Donc je pense que ça doit être en montagne escarpée, tu vois, ou dans le désert, ce genre de choses. Vraiment en rando tough, tu vois, vraiment rando... pas tough, non, tough, tu vois, bref, je te mets le mot anglais au cas où si tu n'étais pas compréhensif de la situation étymologique. Ok. On continue. Ensuite, après le trekking, on a la randonnée en autonomie, donc qui nécessite de transporter tout le nécessaire pour se nourrir et bivouaquer. Donc c'est le genre de randonnée, comme je te disais, qui peut durer, je pense, plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Tu sais, quand tu te balades par exemple en montagne, tu vas visiter un spot et puis tu décides de rester dormir à la belle étoile, de faire un feu de camp.
Eh bien, on appelle ça donc une randonnée en autonomie parce que tu as tout sur toi pour te nourrir et pour bivouaquer, dormir sur place, etc. On a ensuite la marche afghane. Alors la marche afghane, c'est plus une technique de randonnée qui consiste à synchroniser ta respiration sur tes pas. Respiration donc qui s'effectue par le nez. Donc, par exemple, si tu as une fréquence de marche précise, tu synchronises ta respiration avec tes pas, par exemple, ou un peu plus vite si tu marches plus vite, par exemple. J'ai pas vraiment étudié en profondeur, mais il faut savoir qu'il y a plusieurs types de rythmes de marche et de respiration qui te sont proposés, et il en découle, ça a été scientifiquement prouvé, des bienfaits corporels et psychologiques. Ensuite, on a la marche nordique, donc, qui est la plus célèbre des marches du randonneur, et qui s'effectue donc avec des bâtons, et qui permet de tonifier le haut du corps, donc épaules, bras et dos. Ensuite, on a le fast hiking, ça c'est un peu plus hardcore. C'est une randonnée rapide qui se situe entre la rando contemplative. Donc rando contemplative, c'est la rando classique, hein. Tu te balades, tu chill en montagne, dans des jolis spots, dans les vieilles ruines, ce genre de choses. Et le trail, dont je te parlais un peu avant, et qui alterne donc marche rapide et pas de course. Ensuite, on a la rando légère et ultra légère. Alors ça c'est un peu le crossfit de la rando, hein. En fait, le principe de la rando légère et ultra légère ne consiste qu'en la réduction du poids du sac du randonneur. Pardon, on se moque pas, on ne dénigre aucune pratique sur cette chaîne, hein, pas du tout, on n'est pas là pour ça. Mais voilà, la randonnée légère et ultra légère, c'est la randonnée à la cool, quoi. La randonnée du dimanche, c'est la randonnée des joggeurs. Tu sais, genre de mec qui fait pas de sport toute l'année, puis tu le vois courir le dimanche une demi-heure. Oui, oui. Un appareil de musculage extraordinaire. Oui, un appareil extraordinaire de musculage sensationnel. Mais C'est pas... Michel, comment s'appelle alors cette magnifique machine très compliquée? Ça s'appelle la barre de fer. La barre de fer? Oui, Mais la barre de fer quoi? la barre de fer tout, la barre de fer des exercices, Oui. la barre de fer des... On ne juge pas, on a dit. Est-ce que je suis en train de juger? Je juge pas. Qu'est-ce que tu m'as vu juger? Bon. Ensuite, je t'ai regroupé plusieurs autres types de randonnées, qui sont donc la randonnée asine, équestre, à vélo, à ski, en raquette, patin à roulettes, etc., etc. Il y a plein de types de randos différents, mais c'est comme je t'ai dit, vu que cette vidéo porte sur la vie de Christopher McCandless, je t'ai fait un résumé en fin de compte de la randonnée pour que tu saches de quoi on parle avant d'aborder le sujet de Supertramp. Les dérivés, ensuite on va arriver sur les dérivés de la randonnée qui sont entre autres l'alpinisme, la spéléologie, l'escalade, la via ferrata et le canyonisme, et qui nécessitent donc de se pratiquer sur des terrains nécessitant donc des techniques et des équipements spécifiques, comme par exemple l'alpinisme, tu as besoin de pic à glace pour franchir les montagnes. Spéléologie, tu as besoin d'une corde, descendre dans les grottes, tu as besoin d'une lampe frontale, ce genre de choses. Pareil pour l'escalade. Alors je sais que mon meilleur pote en fait, donc il saurait mieux en parler que moi, mais d'après ce que j'ai pu comprendre, ils mettent des paliers de grimpe, en fait, de montée, auxquels sont reliées des cordes, et les cordes sont reliées à celui qui grimpe. Champ de détail, donc ça nécessite donc des équipements comme ça pour le faire, tu peux pas juste y aller et grimper à la main. À part si t'es un dingue, mais bon, ça c'est un autre sujet. On vient ensuite à l'étymologie du mot randonnée. Alors ça c'est très intéressant parce que en faisant ces recherches-là, j'ai appris beaucoup de choses, et comme quoi notamment le terme randonnée remonte à il y a très très longtemps, et tu vas le voir tout de suite. Randonnée au XIIe siècle, de 1100 à 1200, signifiait courir vite et impétueusement. Impétueusement, c'est avec fougue. Fougue, c'est comme un foufou. Comme un foufou, c'est... Bref, t'as compris. Et donc ce terme devient par la suite randon ou à randon, qui signifie à toute vitesse. Alors à spécifier que le terme à randon est un terme encore présent en Normandie et en Picardie, et qui signifie courir après quelqu'un en faisant du bruit. Finalement, la randonnée, ça devient la randonnée vers 1130, puis randonnée tout court vers 1330. Ça remonte, hein, t'as vu, hein, c'est plusieurs siècles. Une autre hypothèse, parce que oui, étant donné que la langue française est une langue extrêmement riche et variée, contrairement à d'autres langues, hein, désolé de dire ça comme ça, mais c'est le cas. On a une autre piste, donc du coup, qui remonte à l'ancien français, du terme rendir, qui signifiait courir ou galoper. Donc voilà, comme notre langue est assez variée et culturellement diverse, voilà, je ne saurais pas dire autrement, je n'ai pas les connaissances. Non mais bref, comme on a une langue variée,
et complexe, voilà, je cherchais le mot. Il y a plusieurs pistes, plusieurs mots qui viennent de différentes origines qui pourraient évoquer le terme de randonnée. Puis ensuite, au XVIe siècle, un terme de vénérie. Alors qu'est-ce que la vénérie? La vénérie, c'est un mode de chasse. Et donc un terme de ce mode de chasse, vers 1574, désignait le circuit qu'effectue un animal autour de l'endroit où le chasseur l'a lancé. Donc tu verras que la chasse, je vais y venir encore un peu plus là, c'est aussi une des pistes dans la langue française pour parler de la randonnée. Plus tard, la première appellation randonnée dans le dictionnaire de l'Académie française, alors l'Académie française, stratosphère. Hein, si tu commences à dire que oui, mais non, non. Là, on ne rigole plus. Donc, la première appellation randonnée dans le dictionnaire de l'Académie française date de 1694 et signifie un dérivé de la chasse d'un animal. Donc bon, si les académiciens disent que c'est lié à la chasse, c'est que c'est lié à la chasse. Toi, qu'est-ce que tu vas faire? Non mais, je te vois venir. Ah, oui, mais non. Ah, académicien, Académie française. Tu vas te calmer hein, tout de suite. Hein. On enchaîne, parce que sinon on est parti pour 1 heure. Là. Le mot randonnée tel qu'on le connaît à l'heure actuelle date de seulement 1946. Voilà. Donc là, le mot que tu vois dans le dictionnaire, si tu cherches randonnée, date uniquement de 1946. Donc c'est assez récent. C'est-à-dire qu'il y a eu plein de pistes et d'hypothèses auparavant. Concernant les débuts de la rando, on peut parler de certains pionniers de cette discipline, comme par exemple en 1778, Thomas West, qui était un prêtre anglais qui a écrit un ouvrage pour promouvoir la marche autour du Lake District. Lake District, je pense que c'était un lac autour de chez lui. Et donc, il a écrit ce bouquin, et ce bouquin, c'est un des premiers bouquins concernant la marche sportive, et qui pour promouvoir donc la randonnée, cette discipline, autour spécifiquement que de ce lac, tu vois. Non. Mais c'est vrai que c'est un des premiers ouvrages qui parlait de randonnée, tout simplement. Plus tard, il y en aura d'autres qui parleront de randonnée sur divers plateformes, terrains, avec divers équipements. Mais là, en 1778, c'est le premier bouquin qui parle vraiment spécifiquement de randonnée. Plus tard, un des pères de la randonnée et de l'alpinisme, un Français, Horace Bénédicte de Saussure, qui est né en 1740 et mort en 1799, et qui a entre autres, franchi le sommet du Mont Blanc, le Jura, les Vosges, la Furaise. Alors, la Furaise, je suis pas sûr de ce que j'ai écrit là, parce que, tu vois, j'ai tapé au propre les notes que j'ai écrites à la main, et comme j'écris comme un boucher, j'ai eu du mal à me relire sur la Furaise, donc je suis pas sûr que c'est ça. Bref, c'était juste pour te le dire, donc s'il y a des spécialistes qui passent par là, j'en doute, mais bon, vous me corrigerez. Et il a franchi aussi le Vivarais, donc c'est lui qui est aussi un des pionniers français de la randonnée et de l'alpinisme. Première apparition au 19e siècle, se différenciant donc de la simple marche comme moyen de locomotion depuis la nuit des temps. Tu as bien compris que la randonnée, c'est pas juste aller d'un point A à un point B. Là, je crois que j'espère être assez clair. Hein. Je sais que des fois, même moi, quand je parle, j'ai du mal à me comprendre, mais bon. On fait avec ce qu'on peut, avec ce qu'on a. Hein. Comme on dit, t'as bien vu, j'ai le téléphone, je suis dans ma piole. On enchaîne. Ah, ça c'est très intéressant. Là, on arrive sur un point, tu vois, qui m'a beaucoup plu quand j'ai fait mes recherches. Le rapport à la nature et au paysage lors des randonnées change pendant la période romantique. Qu'est-ce que c'est la période romantique? La période romantique, c'est un courant culturel apparu à la fin du XVIIIe siècle en Allemagne et qui traduit une volonté de l'artiste d'explorer toutes les possibilités de l'art afin d'exprimer ses états d'âme, rhétorique de la réaction du sentiment contre la raison. Ça va? Je laisse 5 minutes parce que... Cogiter sur celle-là. C'est de l'art, hein. Franchement, c'est beau. Hein. Tu vois, c'est un des trucs qui m'a conforté quand j'ai fait mes recherches et quand j'ai commencé à écrire cette vidéo, c'est que je t'ai dit que je voulais cibler vraiment sur l'art et le sport. Et en fait, tu te rends compte que l'art est très lié à la pratique de la randonnée, tu vois, mine de rien. Après, tu vas voir quand je vais finir par... il reste encore une page de notes. Sur la 3e page, je vais te lire un poème lié à la randonnée et un des plus grands acteurs de la randonnée. Donc, comme quoi on ne s'est pas trompé de sujet. Je te relis le truc parce que je vais même te l'épingler, tiens, parce que c'est beau. Le rapport à la nature et au paysage durant la randonnée change pendant la période romantique. La
période romantique, c'est un courant culturel apparu à la fin du XVIIIe siècle en Allemagne et qui traduit la volonté de l'artiste d'explorer toutes les possibilités de son art afin d'exprimer ses états d'âme. C'est donc une rhétorique de la réaction du sentiment contre la raison. Rhétorique de la réaction du sentiment contre la raison, il n'y a pas une plus belle définition de l'art, tout simplement. C'est le cœur contre la tête. Techniquement, c'est ça l'art. Hein. Bon. Et donc, cette période romantique est présente en peinture, en musique, en sculpture, en littérature, en danse et en politique. Parce que la politique, quoi qu'on en dise, c'est de l'art. Hein. Bon. Non, on continue là, on n'est pas là pour parler de politique. Enfin, on ne juge pas, je t'ai dit avant, on ne juge pas. Hein. Mais elle est présente en politique, donc si je te dis. Enfin, moi, c'est Internet qui le dit. Ça va? La marche, comme simple moyen de locomotion, faisait davantage référence à la pauvreté et au vagabondage. C'est pour différencier la rando de la simple marche du point A au point B ou de la mendicité ou ce genre de choses. Plus tard, l'allemand Karl Baedeker, qui est né en 1801 et 1859, éditait des guides de parcours pédestres. En France, cependant, dès 1837, il y a eu une publication des premiers guides de randonnée dans la forêt de Fontainebleau qui se prénommait 4 promenades en forêt de Fontainebleau. Donc si je retrouve l'encart du bouquin, je te le mettrai. C'est les premiers bouquins français traitant de la randonnée, donc spécifiques à la forêt de Fontainebleau. Un peu plus tard, quelques années plus tard, genre 6 ans plus tard, en 1842, Claude François Dencourt, personnage très important. Moi, je vais revenir sur lui, là je vais terminer d'ailleurs le résumé de la randonnée sur lui avec le poème, c'est lui qui l'a écrit. Donc Claude François Dencourt, né en 1788 et 1875, trace son premier sentier dans la même forêt, donc de Fontainebleau. Ainsi, les sentiers Dencourt sont toujours accessibles à l'heure actuelle sous l'appellation sentier Dencourt. Un peu plus tard, en 1872, apparaît en Alsace, c'est pas parce que je suis alsacien tout de suite, c'est en Alsace que c'est apparu, le club vosgien, qui balisera les sentiers dans le massif vosgien. Donc tous les sentiers du massif vosgien sont balisés par le club vosgien depuis 1872. Donc bon, on fait partie des pionniers. Voilà. En Alsace, on fait partie des pionniers du balisage de sentiers de randonnée. Qu'est-ce que je te dis ? La randonnée, par la suite, connaît un essor au XXe siècle avec la création de grands sentiers de balisage tels que le sentier des Appalaches ou le réseau des sentiers de grande randonnée. Jean Loiseau, quant à lui, personnage très important aussi de la culture de la randonnée, qui est né en 1896 et mort en 1982, porte à lui seul le projet de baliser et d'entretenir les sentiers de France. Lui, il rigolait pas. Il est arrivé, il a dit bon, moi je vais baliser tous les sentiers. Alors, comme je t'ai dit, j'ai survolé le thème de la randonnée, donc je sais pas s'il l'a fait, à mon avis il l'a fait. Donc bon, qu'est-ce qu'il faisait dans la vie? Baliser. Alors tu me demandes, tu fais quoi dans la vie? Je balise. Et maintenant je vais terminer donc ce résumé de la randonnée par une citation de notre cher monsieur Dencourt qui date de 1839 et qui concerne donc les activités liées à la randonnée, les ouvrages et les balisages qu'il a pu faire durant sa vie. Tu es prêt? Parce que c'est un peu soutenu, pas trop mais un peu. Donc on y va. Mais je suis prêt d'oublier que le tableau d'une nature aussi grandiose doit être l'œuvre du peintre ou du poète, dont elle enflamme le génie, et que ma mission doit se borner à diriger le voyageur qui vient en admirer les beautés. Attiré moi-même par la douce paix et le bonheur qui résident au fond de ces bois et de ces déserts, je les ai longtemps parcourus et aidé par les observations des artistes qui les fréquentent journellement, j'ai acquis une connaissance de la localité qui m'a mis à même d'en signaler toutes les parties les plus pittoresques et d'offrir aux voyageurs le moyen de les visiter avec autant de facilité que d'agrément. Comme il y a des personnes qui aiment les longues promenades, d'autres, celles qui ont moins de durée, et que les voyageurs n'ont pas tous le même laps de temps à consacrer à notre forêt, j'en ai classé et divisé les sites par tournée dont les combinaisons différentes correspondent à tous les désirs. Je vais reprendre une petite... T'as vu, soutenu mais pas trop. Bon, on n'est pas... assez clair qu'on n'est pas sur frère. Je suis allé en forêt, t'as vu? J'ai 2-3 arbres. J'ai mis 2-3 petites croix blanches, comme ça quand tu tournes à droite, au lieu d'aller à gauche, tu vas à gauche, tu te perds. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu descends, tu fais une petite balade, tranquille, tu te poses, tu chill. On n'est pas là-dedans. Là, on est vraiment sur du grand monsieur, du grand monsieur de la littérature. C'est comme ça, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon, d'un moment, il faut qu'on arrête les blagues. Voilà, bref. On y va? Parce que là,
On rentre maintenant dans le vif du sujet, donc, pour parler de Monsieur Christopher McCandless. Et donc, le personnage historique dont on va parler aujourd'hui dans cette chronique Warcraft. Donc, je t'ai expliqué que Christopher McCandless, alias Alexander Supertramp, est un personnage qui a vécu, un mec réel, donc un voyageur, un randonneur, un hippie aussi, dont on s'est inspiré pour le film Into the Wild, super film, qui traitait donc de la vie de McCandless, un jeune pris dans les violences familiales, bon, plus morales que physiques, hein, comme je t'expliquais plus tôt, et pris d'une volonté d'évasion, de liberté. C'était un peu un hippie moderne, un hippie gentil. Parce qu'il y a des hippies méchants, des hippies comme les véganes vénères. Il y a un peu de tout, hein, partout, bref. Par rapport au sujet. Et donc, ce mec-là, c'était un peu un bohème, un peu, tu vois, donc aventurier, et pris donc d'une volonté d'évasion. Et son histoire est vraiment belle et tragique à la fois. C'est un moustique, hein, t'inquiète pas, j'ai pas fait de mal, j'ai pas fait fin à cette chute. Qu'est-ce que je disais? Oui, et pris donc d'une volonté d'évasion. Et donc son histoire est elle est belle et tragique à la fois, tu vois, parce qu'elle a elle a un fond triste en fait, tu vois, c'est ce qui l'a poussé à vivre toutes les aventures qu'il a vécues, son besoin d'évasion et de découverte du monde en fait, de sa curiosité, tu vois, mais c'est aussi cette volonté de fuir en fait, et ça c'est pas très sain, tu vois, et ça va le pousser un peu dans ses retranchements, et je pense, tel que j'ai pu analyser son histoire et le film qui en découle, que ça a peut-être joué dans la fin de son épopée. Donc, bon, ça on ne saura jamais, hein, parce qu'on ne peut pas préjuger des pensées ou de la vie de quelqu'un sans la connaître à 100%, voire même sans être elle. Donc Christopher McCandless, dit Alexander Supertramp, est né le 12 février 1968, à El Segundo, en Californie, et mort le 18 août 92 l'année de ma naissance, sur la piste de Stampede en Alaska, qui est un aventurier américain ayant fait l'objet du récit biographique Voyage au bout de la solitude. Tu vois, je te disais, c'est pas tout à fait joyeux non plus. Into the Wild de Jon Krakauer, et donc adapté au cinéma en 2007 par Sean Penn sous le titre Into the Wild. Jeunesse de Mr. McCandless, donc aussi appelé Chris McCandless. Il est le fils de Walt McCandless, né en 1936, et de Wilhelma Johnson, né en 1945. Son père est né à Greeley, dans le Colorado, et devient ingénieur en physique. D'un premier mariage, il a 4 enfants, puis se remarie en 1967. 2 enfants, Christopher et Karine, sa sœur, naissent de ce second mariage. Il s'installe ensuite à Annandale, en Virginie, dans la baie de Chesapeake. Chesapeake, je ne sais pas si les fins connaisseurs reconnaîtront ce nom, mais c'est un des noms, la baie de Chesapeake, qui est présent dans la série Hannibal. Et il y a un tueur en fait, bon c'est Hannibal, hein. Si tu n'as pas vu la série, je viens de te spoiler, tant pis. Mais voilà, baie de Chesapeake, ça m'a un petit peu interpellé quand j'ai fait les recherches, parce que c'est un nom que j'avais entendu dans la série Hannibal. Bref. Concernant donc le remariage, enfin le premier mariage où il a eu 4 enfants, ça c'est un truc que McCandless a appris avec sa sœur plus tard, quand ils étaient ados il me semble, tu le vois d'ailleurs dans le film, et qui l'a vraiment marqué en fait. Parce que problème en fait, comme beaucoup de jeunes soumis à la violence parentale, il était assez sensible en fait. Et donc ça l'a beaucoup marqué, ça l'a beaucoup choqué, et ça a un peu terni l'image de son père à ses yeux. Déjà que bon, quand t'as un père violent, que ce soit dans les mots ou dans les actes, ça n'a pas très bonne image, tu vois, mais alors là, si en plus t'es sensible et que tu fais d'un rien un drame, là c'est foutu. D'après Jon Krakauer, la personnalité de McCandless était particulièrement complexe. Il avait un sens aigu de son domaine privé, mais pouvait se montrer aussi convivial et extrêmement sociable. Alors ça c'est assez typique des personnalités névrosées, parce que oui, à la base, cette vidéo aurait dû parler du thème de la dépression, mais comme c'est un peu... bon, déjà on est confiné, on va pas encore en rajouter une couche, mais on va parler un petit peu aussi de psychologie. D'ailleurs, il y aura peut-être quelques vidéos qui suivront par la suite pour parler du psychisme humain, on verra, bon, selon la motivation. Et donc, c'est les personnalités névrosées
se comportent assez comme des caméléons, il faut savoir ça en fait. Vu que les névroses te font souffrir, en fin de compte, dans ta propre solitude, tu te dois de ne pas le montrer en fait en société, hein, comme tout le monde. Et puis comme ça te marque en fait profondément, eh bien il te reste plus que la solution du caméléon entre guillemets pour te sociabiliser. Tu te fonds dans la masse un peu, tu vois. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas de personnalité, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que c'est juste une façon pour le névrosé plus aisée de se sociabiliser, tout simplement, parce qu'il n'y a pas l'esprit forcément clair et libre quand il sort, tu vois, quand il est confronté à d'autres gens. Il peut être perturbé par les choses qui le blessent, tu vois. Peu importe, hein, voilà. Et donc, pour assombrir tout ça, pour ne pas que ça entre en ligne de compte, qu'il rencontre de nouvelles personnes ou quand il va avoir simplement des amis ou qu'il se sociabilise, eh bien il peut utiliser la technique du caméléon entre guillemets pour se fondre dans la masse. D'où donc la personnalité assez complexe de Monsieur Candless. Il évaluait également les gens à l'aide d'un code moral particulièrement rigoureux. Tu vois ce que je veux te dire ? C'est assez introverti. Ce genre de personnalité, c'est des gens assez introvertis. Et quand ils parlent, c'est qu'ils ont déjà fait une réflexion limite de 10 minutes derrière sur la personne avec qui ils vont parler. Jon Krakauer reste assez évasif sur les relations qu'entenait Chris avec ses parents et laisse entendre qu'elles se détériorèrent le jour où il apprit la circonstance de leur mariage. Ce que je te disais un peu plus tôt, il est probable que ça l'ait beaucoup marqué, cette histoire de premier mariage, de 4 enfants. En effet, Walt ne se sépara de sa première femme qu'après avoir eu un autre fils, Queen McCandless, peu après la naissance de Chris. C'est un peu... Bon. Ça veut dire qu'il était déjà avec l'autre. Chris était déjà né, et puis en même temps il avait eu un autre, après il se sépare, bref. T'as vu, j'apprends en même temps, là. Tu vois, j'ai survolé le sujet, encore une fois, parce que j'aime bien découvrir en même temps et débattre avec vous, même si c'est pas un live, de ce que je raconte. Mais bon... Comme tu vois, c'est un petit peu compliqué. À la suite de cette naissance, Walt divorça tout en dédaignant ses fils et se maria ensuite avec Wilhelmina. Donc il a rejeté en fait son autre famille entre guillemets pour se marier avec Wilhelmina et rester avec Chris et Karine. La sœur cadette de Christopher, Karine, éclaire sous un jour totalement différent le contexte familial qui a baigné son enfance et celle de son frère. Dans son livre Into the Wild, l'histoire de mon frère, donc c'est elle qui a écrit le livre Into the Wild, elle décrit un environnement familial particulièrement toxique dans lequel régnait la violence, le harcèlement psychologique, les non-dits, l'alcoolisme de ses parents. Donc l'alcoolisme tu le vois pas trop dans le film, ils l'ont un peu mis au rencard, mais tu vois comme quoi il y a eu de sacrés drames entre guillemets qui sont produits dans leur enfance et qui ont fait que ça a travaillé, ça a chauffé là-haut, tu vois, et ça n'a pas du tout aidé les enfants à se rapprocher de leurs parents, et encore moins Chris à ne pas partir de chez lui. Elle motive le départ de son frère comme une fuite vers la liberté, t'as vu, je te disais, pour s'extraire d'un quotidien insupportable et rompre avec les parents. C'est exactement ce que je te disais avant, il avait besoin, en fait c'était toxique, il étouffait dans ce truc-là, et en plus il avait cet esprit bohème. Donc c'est des esprits, l'artiste, le bohème ne peut pas être mis en cage. On ne peut pas le contrôler, on ne peut pas lui donner d'ordre, on ne peut pas lui imposer sa volonté. Ça ne veut pas dire qu'il est tout puissant ou qu'il a un ego surdimensionné, pas du tout. Ça veut simplement dire qu'il a des choses à faire, qu'il estime vitales pour sa santé psychologique, et il faut qu'il les fasse d'une manière ou d'une autre. Tu vois. Par exemple, tu prends l'exemple de sportifs, même dans le body, tu vois, il y en a qui ont des familles, qui sont installées, tout ce que tu veux, mais ils voyagent, ils vont faire leurs concours, ils font leurs choses, ils sont médiatisés, ils sont sponsorisés, parce qu'ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de ça pour leur équilibre psychologique. Ce contexte familial a été éludé par Jon Krakauer dans son livre, par respect pour les parents de Chris et sur demande de Karine. Tu vois. Il permet cependant d'apprécier sous un autre angle les aspirations de Chris et de comprendre certains traits de sa personnalité. Tourné vers l'idéalisme et le panthéisme, rejetant la société moderne de consommation, hippie, ce que je te disais, Chris McCandless avait un certain dégoût de l'être humain qui le poussa à s'isoler. Jeune, il dévorait les livres d'Henry David Thoreau, un très bon auteur que j'ai découvert avec le film, de Ralph Waldo Emerson et de Jack London, ainsi que ceux de Léon Tolstoï, très connu, et partageait les idées philosophiques de ces auteurs.
En 1986, Chris McCandless obtient son diplôme de l'école secondaire Woodson. À cette époque, il part pendant plusieurs semaines vers l'Arizona, via la Virginie et le Texas. Il entre ensuite à l'université Emory. Donc là, tu vois, en 86, c'était son premier road trip, entre guillemets. Les prémices du début de ses aventures. Le 12 mai 90, il obtient donc son diplôme universitaire, mention histoire et anthropologie. Anthropologie, je crois, il me semble, si je ne me trompe pas, c'est sur l'étude des ossements. No, God! No, God, please, no! 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 Si je dis pas de bêtises, ou des vieilles roches, à vérifier. Je mettrai peut-être une correction ou un truc. À l'université donc Emory d'Atlanta, le week-end de remise des diplômes achevés, il liquide sa vie d'étudiant, remet l'argent qui lui reste, 24 000 $, à l'organisation humanitaire Oxfam America et quitte sa famille. Donc tout le fric qu'il possède, il le remet à une organisation humanitaire et il quitte sa famille. Inspiré par le roman L'appel de la forêt de Jack London, il prend la route fin juin pour rejoindre l'Alaska. Bon, 90, mort en 92, t'as vu, ça va vite. Hein. Si, ça va vite. Au moins, elle va pas durer 1 heure cette vidéo. Hein. Bon, on verra. On va passer ensuite sur la personnalité de McCandless. Donc, selon ses parents, Chris McCandless avait toujours été une personne motivée qui ne supportait pas d'abandonner un projet qui lui tenait à cœur. Il avait une volonté de faire et étant résistant, têtu, il n'écoutait guère les remarques de ses proches qui soulignaient fréquemment son égocentrisme. T'as vu ce que je te disais ? La personnalité de l'artiste est assez poussée, tu vois, et il a des idées fermes et arrêtées sur les choses, sans pour autant prétendre qu'il a la science infuse. Mais c'est vrai que sa façon de s'exprimer peut traduire un égocentrisme en fait. Quand il parle, il peut te dire bon, ça c'est comme ça, ça c'est comme ça, ça c'est comme ça, comme ça, comme ça. Donc tu peux dire putain, il est vachement égocentrique, il a la science infuse, il se prend pour qui ? Alors que pas du tout. C'est juste la façon d'exprimer de l'artiste. Tu vois, il a un point arrêté et en fait il vit à 100% les choses. Et il parle avec fougue de tout ce qui le passionne en fait. Tu vois, si maintenant tu parles d'un passionné de musique, comme moi j'étais musicien à l'époque, quand je parlais de musique, c'était non, ce courant-là c'est comme ça c'est comme ça traduit de ça. Voilà, tu vois, parce que t'es passionné, t'es à fond là-dedans. Et d'ailleurs, même encore, ça se ressent un peu aujourd'hui quand je parle de muscu, tu vois. C'est pas pour critiquer le crossfit ou les différentes pratiques ou autres, mais c'est vrai qu'il y a certains points sur lesquels je suis d'accord, en revanche, d'autres non, tu vois. Donc l'artiste émet un avis tranché en fait sur les choses, ce qui fait qu'il peut être mal perçu dans ce qu'il dit ou dans ce qu'il fait. Quand il eut 12 ans, on revient un petit peu en arrière, son père et lui allèrent marcher dans les montagnes, donc comme ils le faisaient habituellement en été. Lorsqu'ils arrivèrent à 3000 mètres, ils remarquèrent que la suite du chemin vers le sommet était dangereuse et escarpée. Walt décida alors qu'il était temps de redescendre, mais Chris protesta. Il voulait continuer à marcher jusqu'en haut de la montagne. Son père finit par le faire descendre. S'il avait eu 14 ou 15 ans, il aurait tout simplement continué sans moi, expliqua Walt. Tout petit déjà, Chris était intrépide. Il ne croyait pas que le danger le concernait. On était toujours obligé de le retenir par la chemise. Donc ça, c'est vraiment un trait de sa personnalité propre à lui. En fait, il était assez fougueux et aventurier dès le plus jeune âge. Ce qui colle bien avec son évolution morale et la fin tragique de son histoire, entre guillemets. Chris était en effet un grand sportif, 3e meilleur coureur de son état et de sa catégorie, donc c'est pas rien. Il adorait la course à pied, participant à des crosses et s'entraînant souvent. Ainsi devint-il l'entraîneur de l'équipe de cross-country au lycée. Ses camarades se souviennent des rudes entraînements que Chris leur faisait subir. Il les égarait dans les rues inconnues et des quartiers peu fréquentables pour que, quand il retrouve le chemin, il se donne à fond. Il était rusé et intelligent et s'en servait, pensait que la seule façon d'atteindre son but était le mental, l'esprit et la volonté. Donc, ça c'est sain, tu vois, ça c'est un comportement assez sain, mais toujours fougueux et intrépide, et pensant que le danger en fait ne le concerne pas, comme on l'a vu il y a 2 minutes. Mais dans la pratique d'un marcheur, d'un aventurier, d'un coureur, d'un randonneur, c'est un esprit de vainqueur en fait. Il avait l'esprit du batteur, du battant, pardon, tout simplement. Les aspirations de Chris pour sa vie sauvage lui ont été inspirées par son grand-père vivant à la campagne. Et ils s'adoraient et ne pouvaient se séparer. Quand il arriva à l'université, où il eut d'ailleurs d'excellentes notes,
Il ne se liait pas beaucoup d'amitié avec les autres étudiants et ne participait pas aux activités extrascolaires de son université. Chris recevait peu et ne sortait pas très rarement de sa petite chambre au confort minimaliste. Il préférait trouver le bonheur dans les livres de Thoreau, Tolstoï ou encore London. Il était inévitable que Chris parte, raconte sa sœur. Personne n'aurait pu l'en empêcher. Après la remise des diplômes et l'anniversaire de son père, Chris partit. Il n'écrivit pas à sa famille, ne lui téléphona pas et ne la prévint pas de ce voyage qu'il considérait comme l'aboutissement de 4 années de travail stupide. Donc, il a eu son diplôme, il a mené à terme ses études universitaires, mais il considérait au fond qu'il perdait son temps. Il était focalisé sur une seule et unique chose, c'était partir et vivre son rêve. Ça, c'est un trait de caractère qu'on retrouve aussi chez Arnold. Je te l'ai expliqué, son père voulait qu'il soit dans l'armée et sa mère médecin. Lui, tout ce qu'il avait envie d'être, c'était... tu vois, il a dit « j'ai toujours voulu être un rebelle et partir de chez moi et vivre mes rêves ». Donc c'est encore un trait de personnalité que tu retrouves aussi chez Monsieur McCandless. Je ne me suis pas senti froissé qu'il ne m'écrive pas, confie sa sœur. Je savais qu'il était heureux et faisait ce qui lui plaisait. Je comprenais qu'il était important pour lui de voir jusqu'à quel point il pouvait être indépendant. Ça, c'est vrai aussi. On va parler maintenant des dernières années de Chris, parce que je t'ai dit qu'on était déjà en 1990 et il est mort en 1992. Donc tu as vu, on a quand même allé vite, ça va, tu vois, on n'a pas trop débattu. C'est pas un sujet forcément sur lequel on peut s'étaler longtemps, même si l'histoire de McCandless est assez intéressante. Donc les dernières années, Christopher McCandless quitte Atlanta en juillet 90. C'est pérégrination. Je connais pas, je viens d'apprendre le terme à l'instant là. Je l'ai lu avant, mais bref. Ces pérégrinations le mèneront tout au long du sud des États-Unis, à travers la Géorgie, la Louisiane, le Texas, le Nouveau-Mexique, l'Arizona, la Californie, l'Oregon, le Montana, puis via le Canada, Colombie-Britannique et Yukon à l'Alaska. Donc il a fait un sacré parcours, je te donne peut-être une carte en te traçant le chemin, on verra comment je peux faire ça au montage. Concernant Detrital Wash est une rivière qui coule en Arizona. Elle prend sa source dans les montagnes qui se trouvent au nord de Kingman et se jette dans le fleuve Colorado en face du lac Mead, proche de Las Vegas. Pendant l'été, la convection peut provoquer des orages transformant le lit asséché de la rivière en torrent boueux. Chris atteint Detrital Wash le 16 juillet 90. Il gare sa voiture au fond du lit asséché de la rivière, mais se trouve brusquement chassé par un orage qui lui laisse juste le temps de se réfugier dans les berges tandis que la voiture est noyée par l'eau. Ça, il me semble que tu le vois dans le film. Il abandonne le véhicule et poursuit sa route à pied. La voiture fut découverte 3 mois plus tard par un botaniste qui en fit don à l'État. 6 ans après, elle était encore utilisée. Californie et Pacifique. Il y a eu un petit, il me semble, si je me rappelle bien du film, un petit passage où il revient à la vie sociale, entre guillemets. Il rencontre un groupe de voyageurs, puis après il repart pour l'Alaska, il me semble. On va voir ça tout de suite. Donc Californie et Pacifique, McCandless quitte Detrital Wash vers le 10 juillet 90 et se rend dans la Sierra Nevada où il travaille dans un ranch avant de partir pour Arcata en Californie. Il remonte la côte du Pacifique en direction de l'Oregon. Le 10 août, il reçoit une amende pour avoir fait de l'autostop près de Willow Creek. Il donne l'adresse de ses parents qui reçurent l'amende non payée à la fin du mois. Bon, au moins il leur a donné des nouvelles. Il redescend ensuite vers l'Arizona et parvient le 28 octobre 90 à Topok. Il explore la région de la rivière Colorado et entre au Mexique. Arrêté tandis qu'il tente de rentrer aux États-Unis sans papier d'identité, ça forcément ça rigole pas. Il passe une nuit en prison le 18 janvier 91. Le 3 février 91, il arrive à Los Angeles pour obtenir une nouvelle carte d'identité. Pendant plusieurs semaines, il vit dans les rues avec les clochards en fait. Les vagabonds et les ivrognes. Et en mai 91, il s'installe à Bullhead City où il trouve un emploi comme serveur chez McDonald's qu'il quitte cependant au bout de 3 semaines. Bon, t'as bien compris que Metro Boulot Dodo c'était pas pour lui, tu vois. Et ça, ils en font référence aussi dans le film où tu vois, il y a une scène justement où il va dans un refuge pour sans-abri, un refuge social, où il va demander une chambre. Et avant de demander sa chambre, je crois qu'il passe devant une vitrine d'un restaurant et il voit un jeune avec une nana en train de boire un verre au bar, tu vois, un commercial, un truc habillé en costume, tu sais.
Et puis il a comme un flash où il se voit à la place du bonhomme, et en fait ça le répugne en fait. Tu vois, il se dit putain mais c'est pas moi, c'est pas ce que je veux pas vivre ici au milieu des buildings, je veux partir, je veux vraiment vivre dans l'évasion, tu vois. Et là, il abandonne le refuge et il continue son aventure. Il arrive plus tard au bord de la Salton Sea, mer miniature située au nord-est de San Diego et créée par un accident technique survenu au cours des années 1900. Il y vécut pendant plusieurs semaines au milieu des vagabonds, puis quitta la région pour San Diego, puis pour l'Alaska. Dakota et Alaska, donc en mars 92, Chris McCandless arrive au Dakota du Sud, à Carthage, où il travaille dans un ranch afin de faire des économies et de partir en Alaska. Il quitte le Dakota du Sud le 15 avril 92, donc c'est quelques jours après ma naissance, et arrive en Alaska 6 jours plus tard. Il est alors pris en autostop par Gaylord Stuckey, qui l'emmène à Fairbanks, où ils arrivent le 25 avril. Chris McCandless part alors vers le sud, en direction de la piste Stampede, où il arrive 2 jours plus tard. Alors la piste Stampede, c'est là où son histoire s'arrête, avec le Magical Bus, le bus magique. Le bus magique, pas ce bus magique là. Hein. Pour les enfants des années 90, ça vous dit quelque chose, pour les autres... Non, le bus magique, c'est en fait le bus où il va être retrouvé. Bon, je vais te voilà, fin de l'aventure, piste Stampede, on va en parler. Mais c'est la fin de son aventure tout simplement. La piste Stampede a été tracée dans les années 1930 par un mineur nommé Earl Pilgrim et conduit à des concessions d'antimoine situées à 60 km de la ville de Hailey. La piste subsiste toujours malgré l'abandon de la mine et elle est exclue du parc national Denali et traverse la rivière Teclanica. S'il y avait un point en fait, j'ai pas vu le point et comme je sais pas lire, j'allais rebondir, mais ça n'aurait pas eu de sens. Logique. Bon, on va y arriver, je suis fatigué là, on va y arriver. En 61, elle fut partiellement transformée en route et la compagnie Yukon, chargée de réaliser les travaux, acquit alors 3 vieux autobus hors d'usage qu'elle transforma en logement sommaire. Lorsque les travaux furent arrêtés, 2 des autobus furent rapatriés, mais l'un d'eux demeura sur place. Je pense qu'ils ont mis les 3... Ça, je viens de l'apprendre, tu vois. Je pense qu'ils ont mis les 3 bus sur place pour ceux qui bossaient sur la création des chemins, donc les ouvriers de la compagnie Yukon. À 40 km à l'ouest de Hailey. C'est là que restait le dernier bus qui n'a pas été rapatrié en ville. C'est dans la carcasse de cet autobus que Chris McCandless s'installe le 1er mai 92. Il y passe près de 4 mois, donc les derniers jours de sa vie, 112 jours de survie dans une nature sauvage, se nourrissant essentiellement, outre des petits animaux qu'il chassait à la carabine, de racines et de pommes de terre sauvages. Donc bon, tu le vois dans le film, il maigrit à vue d'œil. Voilà, c'est le même principe que les véganes, hein. Quand tu sais pas faire un régime alimentaire, ben tu perds tout en fait, tu fonds, tu mets ça, c'est d'ailleurs ce qui m'est arrivé entre guillemets avant de commencer la muscu, tu vois, j'étais devenu pas forcément vegan, tu vois, mais j'avais eu une période anti-viande, entre guillemets. Je pensais que c'était pour perdre du poids, tu vois, parce que j'étais gros en fait avant, tu vois, pas gros comme ça, un gros dégueulasse, tu vois. Et c'est vrai que je savais pas faire en fait un régime vegan, tu vois. Et donc j'étais full carence. Et lui, bon, c'est pas qu'il savait pas, c'est qu'il pouvait pas, hein, parce qu'il était perdu dans la nature, tu vois, il bouffait des graines et des rats. Donc là, c'est un autre délire. Mais c'est vrai que ça arrive beaucoup dans le milieu du sport. Les véganes, en fait, c'est plus par effet de mode, hein, mais tu les regardes, ils sont blancs comme des linges, bon, bref. Le 6 septembre 92, Ken Thompson, Gordon Samuel et Ferdy Swanson se rendent à l'autobus pour chasser l'orignal. Ils y rencontrent un jeune couple qui, alerté par l'odeur et un message de détresse manuscrit, se tenait à quelques mètres de l'autobus, effrayé. Passant la tête par une fenêtre cassée, Gordon Samuel aperçoit un sac de couchage d'où dépasse la tête de Chris McCandless, mort. L'hypothèse reprise par le film de Sean Penn est que Chris McCandless aurait consommé par erreur, au lieu des tubercules de pommes de terre sauvages, les tubercules d'une plante très proche, toxique, qui l'aurait empoisonné au point de ne plus pouvoir digérer la nourriture. Aujourd'hui, après plus de 20 ans de débats houleux sur le sujet, la thèse suivante a été validée et publiée dans une revue scientifique par Krakauer lui-même. Christopher McCandless est bien mort de faim parce qu'il s'est empoisonné avec une graine jusqu'alors considérée comme comestible. Le poison l'a vraisemblablement rendu trop faible pour bouger, chasser ou cueillir. Si le guide de plantes comestibles de McCandless l'avait prévenu que les graines
de H-alpinum contenait un composant végétal hautement toxique, il serait sans doute sorti du monde sauvage en août aussi facilement qu'il y était entré en avril et serait toujours en vie aujourd'hui. En gros, il a été un peu induit en erreur par son guide de plantes, tu vois. Ça, tu le vois aussi dans le film. Mais dans le film, tu vois qu'il relit en fait le bouquin quand il est en train de mourir, entre guillemets. Et le bouquin spécifie justement qu'il s'est trompé en fait, tu vois, il tombe sur la bonne page, tu vois, et donc là on vient de t'expliquer qu'en fait, bah non. Donc c'est pas de sa faute, tu vois, quand tu regardes le film, t'as l'impression que c'est lui qui a mal lu, qui s'est hâté, entre guillemets, de lire le bouquin pour cueillir ses plantes. Et visiblement non. Visiblement il avait un bouquin de merde. On peut pas dire que c'est le destin, tu vois, ce serait trop simple. Mais là, pour le coup, il n'a pas eu de chance. Selon un article de l'auteur de Into the Wild, John Krakauer, Chris McCandless serait bien mort d'avoir consommé des graines de Edizarum alpinum, car cette plante contient aussi des neurotoxiques, comme sa cousine très proche, Edizarum mackenzie. L'écrivain a fait analyser les deux types de plantes présentes autour du bus, et les résultats ont démontré la présence d'acide oxalidiaminopropionique. Acide ODAP, vous pouvez pas le dire avant, dans celle-ci. Son corps fut incinéré et ses cendres remises à sa famille le 20 septembre 92. Une épopée tragique. Une épopée tragique, tu vois, qui aurait pu se finir d'une toute autre manière. Mais encore une fois, c'est comme je te disais avant, il n'est pas parti des bonnes bases, je pense. Tu vois. C'est comme sa sœur le décrivait, il est parti en grande partie pour fuir l'environnement toxique dans lequel il avait grandi et toute la rancœur qu'il avait envers son père. Et je pense que c'est ce qui l'a fait commettre certaines erreurs, que s'il avait eu l'esprit un peu plus clair, qu'il n'était pas pris des névroses qu'il aurait pu avoir développé dans son enfance, je pense qu'il aurait eu l'esprit un peu plus serein et un peu plus professionnel, comme des mecs comme Bear Grylls par exemple, tu vois. Bear Grylls, lui, il part en tant que professionnel, c'est un ancien militaire, tu vois. Il a fait aussi des conneries, il s'est pété le dos en montagne, tu vois, mais je veux dire, quand il part, c'est pro. Il part pas en mode, tu vois, bille en tête, si je reviens c'est bien, je reviens pas tant pis. Non, lui c'est pro, il a une famille, je pense, c'est pas ce que j'ai compris. Et donc il fait les choses professionnellement, tu vois. Lui il les faisait plus avec le cœur, tu vois. Comme je te disais dans la période romantique. Là. Il est plus parti en écoutant les sentiments plus que la raison. Il reste une dernière partie qui m'intéressait, que j'ai quand même relevée, c'est les controverses. On va en parler rapidement, je ne sais pas combien de temps dure la vidéo, je pense une petite demi-heure. Bon, on verra si au montage c'est intéressant, je le laisse, sinon je l'enlève. Donc les controverses concernant M. McCandless. Alors, la sortie simultanée en 2007 d'un film de fiction, d'un documentaire consacré au voyage de McCandless, Into the Wild, de Sean Penn, et Call of the Wild de Ron Lamotte, a permis de mettre en lumière le décalage entre l'histoire racontée par John Krakauer dans son ouvrage, histoire dont s'est directement inspiré Sean Penn, et la réalité factuelle. Il est ainsi apparu que, contrairement à ce que laisse entendre l'acteur et le réalisateur américain, Chris McCandless n'a jamais détruit ses pièces d'identité. Parce que c'est vrai qu'on le voit couper, je crois, ou brûler sa carte d'identité quand la voiture est emportée dans la tempête. Son portefeuille intact a en effet été retrouvé dans son sac à dos, qui fut découvert dans le bus de la piste Stampede par Will Forsberg, un trappeur habitant dans la région. Le portefeuille contenait la carte de sécurité sociale de McCandless, alors que Penn le montre détruisant cette carte au début de son film, ainsi que son certificat de naissance, son permis de conduire, des cartes de bibliothèque, une inscription sur les listes électorales et une carte de santé émise dans le Nevada. Il contenait également $300. Techniquement, il était censé avoir liquidé ses $24,000 tout au début de son épopée. Si tu te rappelles, ces éléments sur lesquels Krakauer insiste peu et que Penn choisit d'ignorer jettent une lumière différente sur l'aventure de McCandless. On peut en effet prudemment en déduire qu'il avait bien l'intention de retourner à la civilisation au terme de son séjour en pleine nature, tu vois. Je te disais, partie bille en tête, si je reviens c'est bien, si je reviens pas tant pis, mais si je reviens c'est bien. Ça veut dire qu'il avait finalement quand même prévu de revenir. C'était plus un trip pour se prouver les choses et pour vivre son aventure, mais il voulait pas rester, tu vois, il voulait pas, c'était pas un aller sans retour en fait entre guillemets. Malgré tout,
Dans la dernière édition de son livre, Krakauer développe largement l'idée du retour de McCandless, comparant son aventure extrême à sa propre expérience de jeune homme, réalisant au péril de sa vie l'ascension du mont Devil's Thumb en Alaska également. Donc le Jon Krakauer qui s'inspire de sa propre histoire aussi, tu vois. Et je pense que c'est pour ça qu'il a écrit le bouquin sur McCandless, parce que ça va peut-être rappeler un petit peu certaines émotions, certains parcours qu'il a lui-même vécu dans sa vie personnelle, dans sa jeunesse. Certains estiment néanmoins qu'il a forcé le trait en faisant de Chris McCandless un héros romantique en rupture complète avec la société. Penn, quant à lui, peut se défendre en indiquant qu'il a fait œuvre de fiction en s'inspirant d'une histoire vraie. La fin du film montre Chris McCandless tentant de rentrer et empêché par les crues. Sean Penn le laisse rêver de retrouvailles familiales dans son agonie. Ça me semble, dans le film, tu le vois un petit peu avoir des visions, je ne me rappelle plus trop bien, tu vois, mais il semble qu'il a des petites visions à la fin, il agonise un petit peu. Pas un petit peu, il agonise quoi, mais je veux dire, il a des flashs, tu vois. Dans la dernière édition de son livre, Krakauer a également suggéré qu'en fait Chris McCandless aurait pu être intoxiqué par des semences de pommes de terre sauvages contenant un alcaloïde, la swainsoninine, fait ignoré par la science à l'époque de la mort de Chris McCandless et encore non prouvé aujourd'hui. Cette thèse est également remise en cause par Ron Lamotte dans son documentaire Call of the Wild. Les causes réelles de la mort de Chris sont demeurées mystérieuses pendant plus de 20 ans car, comme l'indique son journal, il put trouver du gibier dans ces derniers jours, rendant spécieuse l'hypothèse de la dénutrition. Ron Lamotte semble quant à lui convaincu que Chris est réellement mort de faim et qu'il était peut-être également affaibli par une blessure, probablement à l'épaule. Ce n'est qu'en 2014 que Krakauer publie dans une revue scientifique des éléments permettant de lever le voile sur les circonstances de la mort de Chris McCandless. Loin du point de vue idéaliste et romantique de beaucoup de lecteurs de Krakauer, certains habitants de l'Alaska portent un jugement très sévère sur cette aventure. Un garde forestier du parc national Denali, Peter Christian, souligne que Chris McCandless était très insuffisamment préparé et ne possédait même pas une carte de la région. Il estime qu'il s'agit d'un véritable suicide. Bon, tous ne partageaient pas sa fougue et sa vision des choses, clairement. Le jeune homme ne savait pas qu'il existait un bac manuel en fonction sur la rivière, à quelques centaines de mètres de la piste Stampede, ainsi que 4 abris contenant vivres et couvertures dans un rayon d'une dizaine de kilomètres, bien que 3 au moins aient été vandalisés durant l'été, soit ainsi devenus inutilisables. Il avait quand même visiblement des moyens de s'en sortir, mais était peut-être effectivement pas suffisamment préparé. Judith Kleinfeld, dans un article publié dans l'Anchorage Daily News, rapporte que beaucoup d'habitants de l'Alaska ont réagi avec colère devant cette stupidité. Il faut être un idiot complet, disent-ils, pour mourir de faim en été à 30 km seulement de la route du parc. Jon Krakauer souligne finalement que Chris McCandless était parfaitement conscient des risques qu'il prenait et que ces risques, comme son équipement minimal, étaient même souhaités. Va savoir. Il recherchait la difficulté, mais il s'est finalement heurté à son manque de préparation. Une carte topographique de la région l'aurait probablement sauvé, mais ne correspondait pas à l'aventure qu'il voulait vivre. Voilà, donc, finalement, je pense que il est quand même parti un peu bille en tête. Il a suivi son esprit artistique et fougueux, et s'est retrouvé pris, en fait, au dépourvu, tout simplement, sous-équipé, et à la fin de son aventure, sous-alimenté, forcément. C'est vrai que c'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce que visiblement, comme on vient de le voir, il avait des solutions pour s'en sortir et il les a tout simplement mis au rencard, tu vois. Il ne s'est pas suffisamment documenté. Je pense que c'est pour revenir à ce que je disais un peu plus tôt dans la vidéo. Je pense que c'est ces névroses qui l'ont fait réagir comme ça, parce que quand tu as de la colère en toi, de la rancœur, que tu es triste, tu réagis souvent de façon hâtive et pas préparé, tu vois. Et donc le système de période romantique, c'est beau, tu vois, c'est de l'art. Mais la dangerosité de l'art, c'est que ça te fait te comporter de façon hâtive, tu vois. Et tu peux avoir des réactions soudaines et partir bien en tête dans quelque chose. Par exemple, te lancer dans un projet, tu vois, comme moi à l'époque, la musique, j'y allais tête baissée, tu vois, sans réfléchir.
chose qui n'est pas le cas aujourd'hui. Le sport, j'ai conscience de beaucoup plus de choses dans ce projet-là, tu vois, et je l'aborde d'une façon un peu plus intelligente, je pense. Bien que quand c'est ta passion, bah, tu es pris un peu dans un cercle vicieux, tu vois, qui fait que tu occultes des détails plus ou moins importants. Mais là, au point d'avoir des ressources pour s'en sortir et de ne pas le savoir tout simplement, je pense que c'est effectivement, ça colle bien. Le fait que ce soit une volonté de sa part de vivre une aventure rudimentaire, je pense que ça colle bien au personnage. Et je pense aussi que il l'a voulu et pas voulu tu vois, à la fois. Il a voulu faire un truc un peu archaïque, rudimentaire, vivre vraiment en mode trappeur, limite voyageur, tu vois, aventurier. Mais je pense qu'il n'était pas stupide pour autant, il aurait pu effectivement s'en sortir d'une toute autre manière parce que visiblement il avait la volonté de revenir à la vie sociale après son trip. Donc c'est assez, tu vois, c'est un sujet assez vaste et sa vie porte beaucoup à controverse. Et visiblement, les habitants d'Alaska étaient totalement opposés à sa façon de faire les choses et à son aventure. Voilà, donc j'espère que j'ai pas été trop barbant. Je pense que on a appris plus de choses dans la première partie de la vidéo sur la rando, sur l'étymologie, sur les pionniers de la randonnée. Mais je tenais quand même à te parler de ce personnage plutôt important, controversé et dont les traits de caractère me rappelaient un peu ceux d'Arnold, même si Arnold s'en est très bien sorti par rapport à lui, bien évidemment. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu es encore là maintenant quand je parle. Et donc je t'invite à t'abonner, à partager, à liker, tu connais la fonction de YouTube, même si je fais une vidéo tous les 8 mois, c'est pas une raison, hein, voilà, il faut quand même que cette chaîne fonctionne un minimum, voilà, même si je sais que ceux qui me suivent sur Instagram suivent aussi les vidéos, donc ça me fait plaisir, merci à vous, vous reconnaîtrez. Et voilà, on se retrouve quant à nous pour une prochaine vidéo, mais ce ne sera pas une chronique, je pense pas. Ce sera une simple vidéo parce qu'en fait, comme je t'avais dit au début de la vidéo, j'ai fait donc des votes, une proposition question-réponse pour savoir le thème sur lequel porterait la chronique. Et une fois que la rando est sortie, il y a eu aussi beaucoup de propositions sur les produits, sur les produits dopants, voilà. Et je ne m'y attendais pas forcément, et comme j'avais promis de ne pas parler de ce sujet-là sur ma chaîne, j'ai voulu occulter un petit peu le sujet, mais au final j'ai décidé de faire un Vox Populi, donc un vote entre la rando et la chimie. Et la rando l'a emporté, mais de très peu sur la chimie, tu vois. Parce que j'ai vraiment insisté, j'ai fait plusieurs stories pour que les gens retournent participer. Et il y a des gens aussi qui n'avaient pas participé, qui ne participent pas d'habitude, qui ont participé en faveur de la rando. Voilà pourquoi j'ai fait d'abord la vidéo que tu vois maintenant. Mais de très peu, je crois que c'était, je sais pas, 12 votes à 8 ou un truc comme ça. Enfin bref, je n'ai pas le chiffre exact là en tête. Mais la chimie talonnait de très près la rando, donc j'ai décidé quand même de faire une prochaine vidéo sur les produits dopants. Voilà. Après, je sais, ça a été fait par beaucoup d'influenceurs et de monde sur YouTube, mais on va essayer de parler de ça un peu à la cool. Peut-être sous un nouveau format de vidéo, je sais pas, un style de café interaction, on verra, je trouverai un petit nom, on fera une petite série de vidéos. Concernant les prochaines chroniques, je pense qu'on parlera, donc, comme je t'ai dit au début de la vidéo, des psychismes et des traits de caractère. Voilà. À l'étude, on verra encore. En tout cas, la prochaine vidéo devrait, je précise devrait, hein, j'annonce rien de très concret tant que c'est pas fait, devrait porter sur les produits dopants. Voilà, je te remercie encore d'avoir vu cette vidéo, d'être toujours là, de me suivre, de liker, de partager, de commenter. Je t'invite aussi à te rendre sur mon Instagram, là où je mets toutes les infos, je pose des entraînements, des photos, bref, tout ce qui est lié au sport. Et j'annonce aussi tous les projets de vidéos présents sur cette chaîne YouTube-ci. Voilà, bah, je te laisse tranquille maintenant, je sais pas combien de temps ça fait doit faire peut-être 30-40 minutes en fonction du montage, on verra. Je te remercie une dernière fois, je ne fais que te remercier, mais c'est bien, on aime bien être remercié. Je te souhaite encore une bonne fin de confinement. Je ne sais pas quand la vidéo va sortir, mais à mon avis, il y a quelques jours du confinement, parce que là, il reste 2 semaines. Le temps que je termine le montage, ça restera peut-être 5-6 jours, à mon avis, je ne sais pas. On verra. On se retrouve très vite. Merci, une 5e fois, hein, voilà. Et hasta la vista.
the floating shipless oceans, I did all my best to smile till your singing eyes and fingers drew me laughing to your heart, and you sang, said to me, let me unfold you. Here I am, waiting to hold you. Did I dream? You dreamed about me. Were you here when I was for sale? Now my foolish boat is leaning, broken off long for you sing, touch me not, come back tomorrow. Oh my heart shines from the sorrow. Well, I'm as puzzled as a newborn child. I'm as riddled as the tide. Should I stand with the breakers, or should I lie with death, my bride? Hear me sing, swim to me, swim to me.